Sec. Allez, s'il vous plaît. On va commencer, Sabine. Allez. Allez, bienvenue à tous. Et puis je cède la parole au président de Magma. Oui, il n'y a pas de micro, ça fait rien. Tu veux le micro? Non, mais bon, je vais crier fort. Bon, laisse tomber. Bonsoir à tous. Merci d'être venus à cette conférence. Bon, c'est une conférence qui est organisée avec Toulouse Frontenay. Normalement, il devait y avoir Toulouse-Est. Bon, je crois qu'ils ont eu des petits problèmes au départ. C'est dommage parce que les conférences, quand il y a 3 clubs, c'est toujours très intéressant et ça permet aussi de travailler ensemble. Voilà. Donc la conférence sur l'hydrogène, je pense que c'est une conférence qui va vous intéresser parce que pour moi, c'est la prochaine révolution industrielle, voire l'évolution industrielle si on va prendre des mots trop forts. Donc je vais proposer à Cédric de présenter les intervenants. Alors, en timing, 3 quarts d'heure, 45 minutes pour la conférence. 15 minutes pour les questions. On se met à table. S'il y en a un qui veut encore poser des questions, on les pose à table. Voilà. Très bien. Bon. Personne n'est contre? Non, non, Bon, c'est bon. On n'a pas intérêt. Je sens que bon, allez. Qu'est-ce qui s'abstient? Alors, Je vais peut-être prendre je te prenne le relais, Cédric. Je veux bien parce que je ne l'ai pas. Je vais. Ouais, non, alors du coup, juste pour les conférenciers, pour la petite histoire, c'est Thierry Glaise qui me les a présentés lors d'une conférence au CIRT. Du coup, j'étais dans les bureaux d'Engie. Donc ce sont trois collaborateurs de Engie Solutions qui avaient fait à l'époque une présentation sur l'hydrogène, plus spécifiquement l'hydrogène pour le transport avec les stations d'hydrogène. Et moi j'ai dit il faudrait peut-être nous le vulgariser à nous, puisque voilà, on est dans nos dîners-conférences. Comme je leur disais, pour le coup les couillons c'est pas forcément ceux qui sont invités, mais c'est plutôt ceux qui... C'est nous, hein, voilà. Donc pour nous vulgariser un peu ce thème. Après je vais peut-être vous laisser plus spécifiquement vous présenter. Je suis désolé, il n'y a pas de pile dans les... Mais un client bien fort, c'est bon. Approchez-vous individuellement. Merci à vous. Je vais me présenter, je suis Guillaume de la Grand-Rive, responsable des activités hydrogène en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine pour Engie Solutions. À ce titre-là, on a décidé de vous parler de l'hydrogène. Un petit peu au préalable, on va quand même vous présenter, grâce à Laurent, qui est responsable des développements de la décarbonation de l'industrie, toutes les alternatives à l'hydrogène. Derrière, Vincent Bourgon va nous présenter la partie technique de l'hydrogène et je ferai quelques petites interventions. Donc Vincent qui est responsable du développement commercial hydrogène en Occitanie. Voilà. On peut les applaudir. Donc Laurent Munier, enchanté, bonjour à tous et toutes ceux que je n'ai pas vus. Responsable commercial donc, sur le développement de la décarbonation auprès des industriels. Sujet qui est très prenant, où il y a beaucoup de demandes en ce moment. Donc je vais essayer de vous présenter rapidement ce qu'on peut faire, ce qu'on fait aujourd'hui et essayer de vous banaliser tout ceci. Parce que ça peut être très technique et il n'y a pas besoin de mettre autant de technique que ça. Alors très rapidement, Engie Solutions, nous sommes donc employés par Engie Solutions et Engie Solutions est une filiale d'Engie. Aujourd'hui, cette filiale, c'est 16 000 employés, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, enfin voilà, ça reste assez gros. Et notre objectif est de multiplier notre pourcentage autant que possible d'énergie renouvelable et de récupération. Donc aujourd'hui, on est à 43% de production d'énergie renouvelable et de récupération. Mon métier chez Engie Solutions, quand on parle de décarbonation, il y a plusieurs moyens d'y arriver, plusieurs moyens de faire ça. Aujourd'hui, de plus en plus, au niveau des métropoles, on fait des réseaux de chaleur et des réseaux de froid. C'est-à-dire le chauffage, vous avez une énorme chaudière centralisée dans la ville et qui va desservir plusieurs bâtiments.
Et le chauffage est fait comme ceci. Donc vous connaissez peut-être la SEPMI à Toulouse, l'incinération des ordures ménagères, c'est ce principe-là. Donc on fait de l'eau chaude avec ça, mais maintenant on fait aussi de la clim avec ça, on fait de l'eau froide. Donc on dessert des bâtiments comme ceci. Production d'énergie renouvelable, donc ça peut être de la biomasse, du photovoltaïque, du solaire thermique. On produit du biométhane, de plus en plus de la géothermie. Le gouvernement en ce moment axe beaucoup d'aides sur la géothermie, de surface profonde ou très profonde. Récupération de chaleur fatale. Qu'est-ce que la chaleur fatale? C'est la chaleur, mais je reviens sur la SEPMI par exemple, quand vous voyez cette cheminée qui recrache toute cette vapeur elle est chaude. Mais nous on peut aller récupérer cette chaleur et l'exploiter de nouveau. Donc ça évite de cracher aux petits oiseaux comme ceci, de refouler aux petits oiseaux de la chaleur, alors qu'on peut la récupérer et l'exploiter et l'utiliser. Alors Smart City, des bâtiments intelligents, donc ça c'est tout ce qui est pilotage à distance de bâtiments pour piloter la température des bâtiments en fonction de présence ou non de personnel dedans. Je vulgarise. Mobilité décarbonée, vous en parlerez mieux que moi. Ensuite, tout ce qui est contrat de performance énergétique, on prend en compte un industriel sur toutes ses consommations énergétiques, process, bâtiments. Et on voit où est-ce qu'il n'est pas efficace, où est-ce qu'il n'est pas efficient, où est-ce qu'on peut améliorer les rendements. Et on fait des contrats pour minimiser toutes ces consommations. Maintenance multitechnique, quand on fait tout un tas d'installations comme ceci, il faut bien l'exploiter et bien la maintenir. Donc on a tout un tas de personnel très diversifié et compétent pour ça. Rénovation énergétique des bâtiments, donc ça c'est, on en entend beaucoup parler aujourd'hui avec les tertiaires, avec les RT 2022. Ça passe par l'isolation, par le changement de mode de chauffage, par tellement de technologies que je passe vite. Et centrale d'utilité industrielle. Donc ça, les industriels, un exemple, une industrie agroalimentaire va avoir besoin de vapeur pour faire cuire ses aliments. Donc on va produire la vapeur. Il a besoin d'air comprimé pour faire fonctionner ses machines. On va produire l'air comprimé. Il a besoin d'azote pour conditionner tous les aliments qu'il produit. On va produire cet azote. Il a besoin d'électricité, on va mettre un champ photovoltaïque à côté par exemple. Voilà, on produit toutes les utilités industrielles dont il a besoin. Donc voilà les métiers d'Engie. Aujourd'hui, Engie, en France, juste Engie Solutions en France, les 15 000 personnes sont réparties sur énormément de centres, même dans les dom-toms, vous voyez. Donc là, il y a un centre à Toulouse, il y en a à Foix, enfin il y en a vraiment partout. On a vraiment une couverture nationale très développée. Alors, les utilités chez les industriels. Donc, on va pouvoir leur produire leur air comprimé, leur azote, l'hydrogène. Et on va capturer également, on sait faire ça, on sait capturer le CO2 que produisent certains industriels. Il vous expliquera après ce qu'on a fait. La méthanisation, donc tout le monde est au courant de ce que peuvent faire les agriculteurs aujourd'hui. Voilà, et on a industrialisé ça avec d'autres types de déchets également. La cogénération, quand par exemple un industriel dans l'agroalimentaire a besoin de vapeur, on va lui mettre une chaudière biomasse. Biomasse, c'est quoi? On brûle du bois, par exemple, au lieu de brûler du gaz. Alors, quand on brûle du bois, on brûle ce qu'on appelle des déchets de bois. C'est-à-dire, quand on coupe un arbre, la partie noble va partir en scierie pour faire des planches, pour faire du bois de construction, pour faire des choses comme ceci. Par contre, la cime des arbres et les grosses branches ne sont pas utilisées, elles sont déchets, entre guillemets. Mais nous, on vient valoriser ces déchets-là. On va en faire des plaquettes pour éviter justement de laisser ces déchets qui sont trop gros dans la forêt, parce que ça génère des champignons, des maladies, ça amène des insectes qui peuvent finalement détruire le reste de la forêt. Donc on vient récupérer ces parties de bois qui ne sont pas utilisées et on en fait du bois pour faire de la plaquette, donc c'est du bois qu'on va valoriser en énergie, en chaleur. Donc quand on produit pour l'industriel dans l'agroalimentaire de la vapeur, on va en produire beaucoup plus de vapeur pour relâcher une partie de cette vapeur dans une turbine qui va générer de l'électricité.
C'est ce qu'on appelle donc la cogénération. On va générer de l'électricité que l'industriel va pouvoir autoconsommer et il va récupérer la vapeur en sortie de la cogénération pour l'utiliser sur son process. Donc la biomasse, je viens de vous en parler. Le solaire. Alors il y a deux types de solaire. Il y a le solaire photovoltaïque où on produit de l'électricité et le solaire thermique. On produit de la chaleur. Alors on produit de la chaleur, on est capable, on a fait une installation au sud de l'Espagne pour Heineken. On produit de la chaleur jusqu'à 450 degrés. Donc on est capable de pousser loin. Les installations courantes, c'est 100-150 degrés, mais on peut pousser beaucoup plus loin. Et on stocke l'équivalent d'une dizaine de citernes de camions de chaleur à 450 degrés comme ça, qui l'utilisent au fur et à mesure. Aujourd'hui, il ne consomme quasiment plus d'énergie électrique ou gaz pour ses besoins de chaleur. Il est autonome aujourd'hui avec ce genre d'installation. Réfrigération, donc ça peut être simplement pour faire du froid, ça peut être de la clim, pour avoir la clim chez vous, mais ça peut être aussi dans des industries agroalimentaires, toujours, pour faire du froid pour les frigos, les chambres froides et les chambres négatives également, pour congeler, ou la surgélation. Donc les besoins à moins 20 ou moins 40 degrés. Et après, le thermique, les chaudières gaz, que vous connaissez, mais dans l'industrie, les chaudières gaz, elles rentrent en longueur. Ça peut être... voilà. Notre principe de fonctionnement chez Engie, c'est on est totalement intégré sur la globalité. C'est-à-dire on va partir du développement de projet, c'est-à-dire votre idée ou ce qu'on vous propose peut-être qui pourrait aller chez vous. Donc on va faire l'audit, toutes les mesures nécessaires pour voir ce que vous utilisez, ce que vous consommez, quoi, comment, combien. On va faire des diagnostics énergétiques. À partir de là, on va faire un avant-projet, on va étudier les premières bases de solutions. Ensuite, on est capable de vous le financer à 100%. C'est-à-dire vous ne sortez pas un euro, l'industriel ne sort pas un euro. C'est nous qui allons investir et réaliser l'installation chez l'industriel. Donc s'il y a 10, 15, 20, 30 millions d'euros à sortir, on le fait. Et derrière, on va lui vendre soit l'électricité, soit la vapeur, soit l'air comprimé dont il a besoin, soit l'azote ou l'hydrogène. Voilà. On va lui vendre l'utilité dont il a besoin. Mais sur l'infrastructure, il n'aura rien investi. Donc on va faire toute la partie ingénierie. Donc là, l'étude détaillée pour entrer vraiment sur les plans de fabrication. Toute la fabrication, l'installation. Par conséquent, on va arriver à l'approvisionnement. Donc on va lui fournir l'énergie, toutes les énergies dont il a besoin, ou que quelques-unes en fonction des contrats. Donc les énergies dont il a besoin. Ça va être de la fourniture d'énergie verte, production locale, renouvelable, et on va faire attention au mix énergétique. Parce qu'il n'y a pas une énergie qui est idéale, il y a plusieurs énergies en mixant qui vont faire que ça peut fonctionner de manière correcte et efficiente. Ensuite, tout ceci, il faut bien l'exploiter et en faire la maintenance. Donc la maintenance, ça va être sur des pompes, sur des moteurs, enfin tout un tas de techniques et de technologies très différentes. Donc du personnel compétent qu'on passe vraiment du temps à former. Donc c'est pas forcément évident pour un industriel d'avoir dans ses effectifs toutes ses compétences. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, ils préfèrent nous confier ce genre de prestations. Et on peut aller également jusqu'au transfert, au démantèlement. C'est-à-dire qu'un industriel peut très bien décider d'aller produire ailleurs et on peut l'accompagner là-dessus. Alors, la gestion des utilités, tout ceci, c'est pour avoir une meilleure performance économique. C'est le nerf de la guerre, pas se voiler la face. Donc, maîtrise globale des coûts. Ensuite, on va toujours et au maximum rechercher la performance énergétique. C'est-à-dire, il y a peut-être une solution qui sera un peu plus chère, mais la performance énergétique sera meilleure, le rendement sera meilleur. Donc, sur le long terme, on s'y retrouvera. Donc, on préfère investir plus pour avoir une meilleure performance énergétique. Et ensuite, toujours production d'énergie verte, locale. Il y a des champs solaires, photovoltaïques dans l'Aude, il y en a un petit peu partout de la part d'Engie. Alors, un coût global garanti. Le modèle habituel chez les industriels,
Donc ils ont leur amortissement sur leurs installations, leur énergie, tout le côté administratif, contrôle réglementaire, conduite, maintenance, gros entretien, renouvellement, etc. Donc tout ceci représente un certain coût et quand nous on termine notre étude, quand on regarde, il y a toujours un gain financier pour l'industriel, minimisation de ses consommations et surtout un bilan CO2 diminué. Et certains industriels sont très sensibles à ça par rapport à leur philosophie, ce qu'on appelle la RSE, responsabilité sociétale. Et également pour la taxe carbone. Certains industriels de plus en plus vont rentrer dans la taxe carbone et ça va être une charge financière supplémentaire. Donc de pouvoir se décarboner, ils vont éviter ces futurs impôts qui vont arriver. Quelques exemples pour vous illustrer tout ceci. Donc j'en ai choisi 2 parce qu'ils sont assez complets. Alors là c'est Agronutris. Alors vous avez rigolé, ils fabriquent des insectes. Donc ils fabriquent des insectes qu'ils transforment en farine et ça fait de la farine pour l'alimentation animale. Et c'est très dans le vent justement parce que ça évite de la protéine animale qui va nourrir la protéine animale. Voilà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est on a mis une biomasse qui couvre 60% de leur besoin en vapeur. Donc c'est toujours du bois qui vient au grand maximum de 80 km autour de la centrale. Production du chaud, du froid, de l'air comprimé, de la vapeur. On est sur des puissances de 20 gigawattheures par an, donc c'est un gros consommateur. Donc voilà, et chiffre clé, vous voyez, c'est quasiment 56 millions d'euros au total. Durée du contrat 20 ans, et le calcul fait rapidement, si c'était débrouillé tout seul pour faire ça selon ce que lui pensait initialement, il serait à peu près à 70 millions d'euros. Le coût n'a pas augmenté du coup, comme c'est un contrat sur 20 ans, les fluctuations... Les seules fluctuations qu'il y a vont être indexées sur par exemple, on va consommer de l'élec. Si on prend l'électricité sur le parc nucléaire, on sera obligé de l'indexer. Si on prend l'électricité sur un parc photovoltaïque, les prix sont connus sur 20 ans. Donc ça dépend du montage du contrat. Ouais. Et c'est pas très loin ça, Airbus, je ne sais pas si vous connaissez un peu. Voilà, donc on a fait une centrale d'utilité où en fait on a une biomasse en cours de construction et sinon jusqu'à présent c'était des chaudières gaz. Donc on leur a fait un petit réseau de chaleur interne pour tous leurs bâtiments. Donc on chauffe tous leurs bâtiments. Réseau également interne d'air comprimé. Et on leur gère également le réseau pressurisé à 10 bars pour l'eau incendie. Et les choses continuent encore de se développer avec eux. Donc j'ai essayé de faire court et de vous banaliser un petit peu ça, parce que ça peut être très technique. Il a essayé, c'est bien, il a essayé. Voilà. Donc là maintenant, on passe à l'hydrogène. Voilà. C'est le problème des passionnés, on sait, hein, dès qu'ils ont commencé, on ne peut plus les arrêter. Mais merci, c'est très intéressant. En tout cas, même moi j'ai appris des choses, on va dire. Donc on va passer sur l'hydrogène en tant que soi. Alors, petit rappel, donc moi à la base je suis chimiste de formation, donc je suis un peu psychorigide sur certaines choses. Donc juste pour recadrer l'hydrogène c'est quoi? Donc l'hydrogène c'est l'atome le plus petit qu'on connaisse et c'est aussi l'atome le plus présent dans l'univers. C'est celui-là qui est au sein des étoiles, c'est celui-là qu'on voit dans les nébuleuses, et il est absolument partout. Petit aparté, quand on parle d'hydrogène renouvelable, d'hydrogène vert en industrie ou en mobilité, c'est un abus de langage. On parle surtout de dihydrogène. On parle de la molécule en fait avec 2 hydrogènes qui s'assemblent. Et du coup, voilà, c'était juste parce que, encore une fois, je suis psychorigide. Donc, mais pour simplifier les choses, on va parler d'hydrogène. L'intérêt de cette molécule, c'est comme j'ai dit, elle est présente à peu près partout. C'est la plus présente sur Terre également. Le seul souci qu'on a avec, c'est qu'elle n'est pas présente forcément de façon naturelle. Donc il va falloir aller la récupérer en fait de façon différente. Et pourquoi on veut la récupérer? Parce que c'est un très bon combustible, parce qu'on s'est rendu compte qu'on peut aussi stocker de l'électricité avec, parce que c'est un gaz qui est incolore, inodore, qui n'est absolument pas toxique, ni corrosif, ni polluant. Donc pour nous, c'est un peu le banco, c'est-à-dire qu'on a potentiellement une molécule qui peut nous donner de l'énergie et qui ne pollue pas. Pourquoi on va parler d'hydrogène? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, comme je vous ai dit, en fait, à la base, que l'hydrogène pouvait nous servir de stockage d'électricité.
Pour le stockage d'électricité, on a les batteries, mais concrètement, sur des stockages de ce type-là, du réseau, on ne va pas s'amuser à mettre des champs de batteries. Écologiquement, ça n'a aucun sens, économiquement, ça n'a aucun sens. Donc on a trouvé une façon, en fait, de stocker l'électricité sous forme de gaz et sous forme d'hydrogène. Pourquoi on a besoin de stocker cette électricité? En fait, c'est généralement on le stocke l'énergie, donc l'électricité qui provient d'énergies renouvelables. Les énergies renouvelables ont ce petit défaut d'être complètement intermittents et de produire quand ils veulent et pas quand on veut. Concrètement, un panneau solaire, ça va produire énormément en été, sauf que votre chauffage en été, vous n'utilisez pas plus que ça. Donc le but, ça va être à la base, c'était de le stocker et de le relâcher dans le réseau. Le petit inconvénient sur ces méthodes à l'heure actuelle, et surtout à l'heure où on faisait cette slide-là, c'est le rendement. Concrètement, on va passer l'électricité en hydrogène pour le remettre en électricité. On perd 60% de notre énergie au total. Oui, je suis d'accord, mais c'est beaucoup mieux que de perdre 100%. Donc, l'un dans l'autre, on y gagne en fait. Une fois qu'on a fait ça, on s'est rendu compte en fait que l'hydrogène, à la place de simplement servir de tampon au réseau, on pouvait l'utiliser dans plein d'autres cas. Donc en effet, on peut l'utiliser comme stockage, puis le remettre dans le réseau. Mais on peut aussi l'utiliser tel quel. Les industries ont de l'hydrogène, ont besoin d'hydrogène sur certains process. On peut l'utiliser derrière pour faire des gaz de synthèse ou pour faire des carburants de synthèse. Donc ça va vraiment être un vecteur énergétique, comme c'est marqué tout en haut, je triche un petit peu, multi-usage. Donc c'est ça qui va donner vraiment tout son intérêt à l'hydrogène, c'est que c'est pas mono-usage. Et en gros, voilà, les deux principales applications qu'on va lui trouver, et à chaque fois je commence par celui d'en dessous parce que c'est celui que j'aime le moins, la contribution à l'équilibre du réseau. Concrètement, c'est un peu ce qu'on a subi ces dernières années où on a été obligé d'aller acheter de l'énergie à nos voisins très très cher et du coup la facture d'électricité a un peu augmenté. Ça pourrait se résoudre simplement avec du stockage d'hydrogène. On stocke l'hydrogène, le réseau explosion, on relâche de l'électricité, tout va bien. La deuxième, donc, qui est la première, c'est la décarbonation, et c'est celle sur laquelle on va insister ce soir, c'est la décarbonation de l'industrie et de la mobilité. Donc là, ça va être, on va en parler un petit peu plus. Ce qui est très important à noter, c'est qu'on va décarboner, en fait, alors, on va parler de la mobilité, on va décarboner du moment où l'électrification, donc la partie électrique, n'est pas possible. Concrètement, on n'a aucun intérêt à prendre de l'électricité, la mettre en hydrogène, la remettre en électricité, si l'électricité fonctionne toute seule. On perd de l'énergie, comme je vous dis, ça n'a pas d'intérêt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder vraiment la pertinence de l'hydrogène sur certaines applications. Alors, maintenant on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Pardon, j'étais un peu vite par contre, mais voilà, comme le temps est un peu compté, j'étais un peu vite sur cette partie-là. On va parler maintenant de l'hydrogène et de la production d'hydrogène. Vous avez sûrement entendu que l'hydrogène, c'est la révolution de demain. On l'a entendu il n'y a pas longtemps. La décarbonation, etc. Il faut faire très attention en fait, parce que ça dépend de quel hydrogène on va parler. Actuellement, les productions d'hydrogène sont dissociées comme ça. Il y a 95% de production d'hydrogène qui est fait par le vaporéformage. Le vaporéformage, c'est quoi? C'est qu'on va prendre une molécule de méthane, on va balancer de l'eau chaude dessus, ça va casser la molécule, ça va donner de l'hydrogène et du CO2. Sauf que pour 1 kg d'hydrogène, on va former 10 kg de CO2. Donc vous comprenez bien que la décarbonation par ce moment-là, elle est un peu complexe. La deuxième solution, et ce que fait Engie exclusivement, c'est ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. Alors l'électrolyse de l'eau, on prend de l'eau, on met l'électricité à l'intérieur, l'eau c'est H2O, on coupe la molécule, ça fait H2O2. Comme vous voyez, il n'y a pas de CO2 dedans. Donc c'est une méthode de production qui ne crée pas de CO2. Qui est complètement ce qu'on appelle zéro émission. Et c'est celle-ci en fait dont on parle généralement quand on parle de décarbonation, que ce soit de l'industrie ou de la mobilité. Ça c'est pareil parce que je suis un ayatollah de la chimie. C'est juste pour information comment ça fonctionne. Juste pour vous dire en fait qu'il y a plusieurs méthodes d'électrolyse. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Si vous voulez en discuter pour mes amis chimistes, s'il y en a, on peut en discuter plus tard.
Mais voilà, il y a plusieurs méthodes actuellement, il y en a plusieurs autres qui vont commencer. En fait, c'est vraiment des méthodes qui sont en plein développement. On a commencé avec l'alcalin, mais pour vous donner une idée, donc l'électrolyseur alcalin, on le connaît depuis 1800 et quelques. Donc ça fait plus de 150 ans qu'on sait faire de l'hydrogène par cette méthode-là. D'autres technologies, la PEM est arrivée assez récemment, et pourquoi on cherche d'autres technologies? On cherche des rendements plus importants en fait. Parce qu'en effet, perdre 60%, vous comprenez bien que c'est un peu complexe. Pour information, Pardon? rapidement, sur l'alcalin, pour avoir 1 MW, on a besoin d'une station et l'électrolyseur va faire 4 mètres de long sur 1 mètre de large. La PEM va faire cette taille-là. Donc on a vraiment une différenciation de taille. Maintenant, les technologies sont un peu moins avancées. C'est pour ça que pour l'instant, sur beaucoup de stations, on va parler d'alcalin. Et la PEM est en train de se développer sur... Ça tombe bien, je ne voulais pas rentrer dans les détails. Merci. Qu'est-ce que ça signifie, PEM? Je plaisante. PEM, c'est en anglais. polyuréthane membrane, je crois. En fait, c'est la membrane. C'est la membrane. Alors, c'est là que je voulais passer un poil de temps aussi. Donc, c'est juste pour remettre en contexte quelque chose. C'est que de toute façon, du moment où on produit d'énergie, on produit du CO2, on pollue. Le but, ça ne va pas être d'être complètement zéro, on ne saura jamais le faire. Le but, c'est de se rapprocher le plus possible du zéro. Alors, comment on va faire? C'est qu'on a notre électrolyseur, du coup, qui fonctionne et qui, du coup, ne crée pas de CO2 ni d'autres polluants quand il en processe. Par contre, on va créer du CO2 dans l'apport d'énergie qu'on va lui apporter. Et le but maintenant, c'est de trouver le mix le plus intéressant pour nous pour diminuer au maximum notre empreinte CO2, même en amont du process. Donc vous voyez, ça c'est des ordres de grandeur que vous pouvez retrouver sur le site de l'ADEME. Donc l'ADEME qui est une agence gouvernementale que vous devez connaître, je suppose. Pour vous donner un ordre d'idée, le fuel, voilà, on est autour de 730 grammes de CO2 par kilowattheure. Le solaire, on est à 44, donc je suis très mauvais en maths, mais merci. L'éolien en mer, voilà, on est autour de 16, 14, voilà. Là on est vraiment sur des choses donc, qui vont aller proche du zéro, mais on sera, le message sur cette slide, c'est vraiment on n'est jamais à zéro. Sachant que Ah pardon, j'ai pseudo le... Ah pardon, autant pour moi. le nucléaire est là. Et le nucléaire en fait est très peu émetteur de CO2. Oui. Le nucléaire a d'autres soucis, mais pas celui-là. Voilà, donc tout ça pour vous dire aussi que quand nous on va faire des électrolyseurs, quand on va faire de l'hydrogène, on va chercher en fait à sourcer notre électricité plutôt dans tout ce qui est partie basse, donc dans tout ce qui est partie en fait énergie renouvelable. J'enlève le nucléaire qui n'est pas renouvelable, mais toute l'énergie renouvelable. Ce qui est intéressant avec l'énergie renouvelable aussi, c'est qu'en 2 ans, on peut avoir de l'énergie renouvelable. Le nucléaire, une station, ça met 15 ans à sortir de terre. Alors, des mots que vous avez peut-être déjà entendus, des couleurs. On parle d'hydrogène bleu, gris, vert, orange, turquoise. Chacun y va de sa petite couleur. Ce qu'il faut retenir, maintenant on parle plutôt de carboné, décarboné renouvelable. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, toute la partie carbonée, donc sur le noir, brun, gris, c'est le vaporéformage dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'est 1 kg, 10 kg de CO2. Et encore, dans ça, je ne prends pas en compte l'apport d'énergie dont on vient de parler. On a ensuite les décarbonés, qui sont un peu mieux, et derrière, on va vraiment avoir ce qui nous intéresse vraiment, le renouvelable ou le vert. C'est vraiment vers ça où on va aller pour avoir le moins d'empreinte CO2 possible. Tu veux prendre le relais? Oui. Je ne sais pas si on pose des questions à la fin. Oui, À la fin. à la fin. Aujourd'hui, l'hydrogène, comme disait Vincent, est connu depuis Victor Hugo et on a déjà de la consommation parce qu'on produit vraiment en vaporéformage où aujourd'hui, on est vraiment en utilisation de l'hydrogène sur des secteurs particuliers. Le premier consommateur d'hydrogène va être le secteur pétrolier. Derrière, on va avoir en parallèle l'ammoniac et les engrais, donc toute la pétrochimie, donc toute la chimie, qui va produire donc tout ce qui est ammoniac et engrais à des fins agricoles. Et ensuite, de manière un tout petit peu moins
majoritaires. On va avoir l'industrie chimique, la métallurgie, le verre et l'agroalimentaire. Donc, aujourd'hui, on est, comme le dit le slide, les usages pèsent 2 à 3% des émissions françaises. Donc, ce qui est vraiment faible, qui est l'équivalent de ce que pèse aussi l'aéronautique en France. Et donc, les grandes utilisations de l'hydrogène dans les usines et dans les industries vont être la première sur la sidérurgie, pour 2 raisons. La première qu'on va utiliser, ça va être faire chauffer le métal, qui arrive à des températures jusqu'à 1200 degrés, puisque l'hydrogène a un très fort potentiel calorifique. Mais au-delà de ça, on va avoir la même chose pour les fours de la verrerie et de la cimenterie, qui utilisent des niveaux de température quasi identiques. En revanche, il y a aussi une autre utilisation de l'hydrogène, ça va être d'aller derrière les cheminées qu'on voit, récupérer le CO2, le mélanger à de l'hydrogène et en faire derrière du CH4, donc du méthane et du combustible, du biocombustible finalement. Donc l'hydrogène, autant dans le process pour l'énergie du process que dans la décarbonation du process et recréation d'un vecteur énergétique supplémentaire. Donc c'est vraiment un cercle vertueux de l'hydrogène. Derrière, on aura du biocarburant qui lui va rejeter du CO2 à nouveau, mais ce CO2 est considéré comme plutôt bio puisque produit à partir de sources captées. En fait, il est considéré, c'est ce qu'on appelle la neutralité carbone. En fait, on va distinguer la zéro émission de carbone avec la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est juste qu'on va rejeter du CO2 qui de toute façon devrait être rejeté. C'est juste qu'on l'a réutilisé et que du coup, on ne rejette pas en plus du CO2. On rejette du CO2 vraiment qu'on devait rejeter. Et là où nous, aujourd'hui, on est acteurs chez NJ Solutions et principalement dans notre secteur, c'est sur la mobilité, où là, on a un impact très important. Aujourd'hui, on sait que sur le PCAET de Toulouse Métropole, on est aux alentours de 30% des gaz à effet de serre qui sont générés par les transports routiers. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a un impératif de décarboner la mobilité. Donc comme disait Vincent tout à l'heure, on a l'électricité, qui est un vecteur urbain très efficace à partir du moment où on a une autonomie suffisante. Derrière nous, en hydrogène, on va apporter l'offre supérieure de puissance et de distance et d'autonomie et de durée de recharge. Juste pour information, du coup, vous voyez les 30% de gaz à effet de serre en fait, par la mobilité, ça c'est une moyenne française. Sachez que sur Toulouse, on est plutôt à 50%. Donc 50% des émissions de CO2 sur Toulouse, c'est les véhicules. Surtout les camions. Les camions, le transport. D'où les ZFE. Voilà, d'où l'implantation des ZFE. Aussi les avions. Non, Les avions ils ne sont pas ne sont pas vraiment compétitifs. Aujourd'hui, on ne va pas axer sur l'aéronautique, même si on a un gros enjeu aéronautique. On était avec Airbus toute la journée, hein, avec Vincent. Au repas, avec un ou deux verres de vin, il vous en discute, il vous parlera de l'aéronautique sans problème. J'ai passé 16 ans dans l'aéronautique avant de travailler chez NJ. Donc je pourrais vous parler de l'aéronautique. L'hydrogène est utilisé, donc comme on disait tout à l'heure, sur les vecteurs électricité, on a les vélos. Vous allez voir certainement des vélos hydrogène apparaître. L'utilité du vélo hydrogène, pour moi, est très limite. Vous allez avoir tout ce qui est chariot élévateur, qui fonctionne très bien au bio-GNV, qui fonctionne aussi à l'électricité. Les voitures, on les met aussi dans le mix qui peut être soit électricité, soit hydrogène intensif. J'habite à la campagne, j'aurai jamais un véhicule électrique, je sais que je pourrais avoir un véhicule hydrogène demain. J'habite au centre-ville, j'aurai une voiture électrique. Voilà. Je prends les transports en commun. Ou je prends les transports en commun. Pardon, excuse-moi, il y a le cycle de vie. Qui fonctionne à l'hydrogène. Qui fonctionne soit l'électricité, soit l'hydrogène. En fait, le but vraiment. Parce que aujourd'hui, ce sera plus cher l'hydrogène en ville. Déjà, ça c'est la première chose. Puis comme l'a expliqué Vincent, prendre de l'électricité pour produire de l'hydrogène pour recracher de l'électricité, ça n'a pas de sens. Et comme un véhicule hydrogène, c'est un véhicule électrique, c'est le même moteur que votre voiture électrique, sauf qu'elle a un réservoir d'hydrogène. C'est le stockage qui va changer, c'est ça. C'est le stockage. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser l'hydrogène
comme un combustible dans un moteur thermique modifié? Alors, c'est tout à fait possible. Alors, je finis là et puis je vous réponds. En fait, le but de cette slide, c'est vraiment de vous dire que ce qu'on croit chez NJ Solutions, mais pas que chez NJ Solutions, je pense, en tout cas sur le gouvernement français aussi, c'est que l'avenir n'est pas mono-énergie. On aura vraisemblablement un mix énergétique. Comme là, on a de l'essence, du diesel, de l'E85 et du biocarburant, du bioéthanol par exemple. Dans l'avenir, on aura l'hydrogène, on aura du bio-GNV, donc le GNV c'est le gaz naturel mais de véhicules, et de l'électricité. Mais chacun avec la pertinence de son usage et à poser le pour et le contre quand vous achetez une voiture. Bon, à l'époque, pardon, quand on achetait une voiture à l'essence, on se demandait en fait si on l'achetait en essence, en diesel, en fonction de l'utilisation. Généralement, les entreprises qui roulaient plus roulaient au diesel, ceux qui roulaient un peu moins roulaient à l'essence parce que c'était un peu moins cher. Ça va être exactement le cas pour ces véhicules suivants. Et pour vous répondre, en effet, le moteur thermique à hydrogène commence à exister. Le seul petit problème qu'on a avec, parce qu'il y en a un, c'est que quand vous utilisez, là actuellement, donc, pour refaire de l'électricité, tout ce que vous rejetez en véhicule, c'est de l'eau. En gros, vous faites la chimie inverse de ce que j'ai montré avant. Vous prenez de l'hydrogène, vous prenez de l'oxygène de l'air, ça se reforme et ça refait de l'eau. Quand vous avez un moteur thermique, vous créez une réaction de combustion. Et dans une réaction de combustion, vous allez rejeter ce qu'on va appeler des NOx. Et ça, c'est des polluants. Donc on ne va plus avoir de CO2, mais on va avoir des NOx et des SOx qui sont des polluants. On peut les filtrer, les NOx? On peut les filtrer, mais pas à 0%. Et je suis toujours pas fâché, t'as pas mis la... Je sais. Je le mettrai jamais, juste pour t'embêter. Donc là, c'est ce que disait Guillaume, en fait, c'est que, voilà, c'est ce que je disais aussi, c'est ce que je rabâche depuis tout à l'heure aussi, c'est qu'en gros, chaque véhicule a son utilité. Là, c'est l'exemple des bus. Si vous avez un bus urbain qui fait 150 km par jour et que vous allez pouvoir plugger à votre dépôt pour charger toute la nuit, l'électricité, comme vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Pas besoin d'hydrogène. Par contre, du moment où vous allez aller un peu plus haut dans l'autonomie voulue, 300 km par exemple, 250, et ou alors que vous avez besoin, en fait, votre bus fonctionne en 3.8, en 2.8, et vous avez besoin d'une recharge rapide, on va partir sur d'autres concessions comme l'hydrogène ou comme le GNV. Le GNV a pour défaut que ce n'est pas zéro émission, c'est du gaz naturel. Donc il y a une combustion, on le brûle et ça fait du CO2. On va parler de bio-GNV parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est neutre en carbone puisqu'on va récupérer le CO2 de plantes qui vont mourir par des méthaniseurs. Donc voilà, c'est neutre en carbone mais ce n'est pas zéro émission. Ça c'est juste pour vous informer ce qui existe actuellement. Donc on parle généralement de l'hydrogène comme quelque chose qui va être dans très très longtemps. Sachez que ce n'est pas le cas. Il y a déjà des véhicules qui existent. Il existe actuellement 2 berlines que vous pouvez acheter. Toyota et Hyundai proposent chacun un modèle hydrogène qui est en vente en France. Il existe des utilitaires. L'hydrogène, en fait, c'est un pile à combustible, non? Oui. La japonaise. C'est que des piles à combustible. Donc le rendement global est désastreux. Le rendement global est alors, on ne va pas dire désastreux parce que ce n'est pas vraiment le cas. En fait, même si le rendement global est moins bon que l'électrique, concrètement, vous allez avoir une autonomie supérieure, bien supérieure et des cas de pertinence où voilà, vous en avez avoir besoin et vous n'allez pas avoir le choix en fait, plus ou moins. Donc même si le bilan énergétique, la consommation d'énergie au final est un peu plus grande, bah, ça vous permet en fait d'avoir plus de batterie entre guillemets. En gros, vous allez stocker sous forme d'hydrogène ce que vous ne pouvez pas stocker sous forme de batterie. Voilà, donc utilitaires, les bennes ménagères, il y en a qui roulent de mémoire au Mans déjà. Les bus et les cars, on a 5 bus qui roulent à l'hydrogène sur Toulouse, dont 3 que vous pouvez prendre quasiment tous les jours parce que c'est les 3 navettes aéroportuaires. Les bateaux qui sont en train de voir le jour, les trains, surtout dans notre région où on va avoir la ligne Montrégeau-Luchon qui va rouvrir à hydrogène. Les poids lourds où on triche un petit peu parce que ça va arriver d'ici 1 an ou 2. Et j'ai mis l'avion.
qui, la semaine dernière, a volé pour la première fois à l'hydrogène sur une distance de 200 000 nautiques, il me semble. Quel avion? C'est Un ATR. un ATR. Et un 100 places. C'était pas un déchet. Non, de mémoire, c'était un 100 places. Ah bah, ok. Comment ça marche pour l'avion là? L'hydrogène remplace le pétrole qu'on injecte? Non, pile à combustible toujours. Ah, toujours plus la combustible. Pour l'instant, Tout à on fait. est toujours sur de la pile à combustible. Et comment ça marche pour un jet alors? On va peut-être poser des questions après, du coup. Je regarde le maître de cérémonie, mais non, vous étiez très très bien. Mais on pourra en discuter après sur toutes vos questions, il n'y a pas de souci. Juste pour le plat et le dessert, on se fait une station questions-réponses. Ça marche, pas de Peut-être souci. Dany, si ça vous embête. On va dérouler Donc, pardon? on continue à dérouler. Ça marche. Donc ça, c'est ce que je disais plutôt. En fait, quand on parle d'électricité, de biométhane, de bio-GNV, biométhane ou d'hydrogène renouvelable, chaque solution va comporter ses avantages et ses inconvénients. Et c'est là où vraiment il va falloir être intelligent pour choisir la solution la plus pertinente à son besoin. Concrètement, on sait que les voitures privées, ce sera généralement de l'électricité. On n'aura pas besoin d'hydrogène dessus. Les taxis, la question se pose. Ils font 100, 120 000 km par an. C'est des usages très intensifs. Là, l'hydrogène est intéressant, sachant que si vous allez à Paris, vous avez une société de taxi qui a déjà 100 taxis à hydrogène sur Paris, qui s'appelle Hype. Vous pouvez les voir, ils ont des voitures avec des petits nuages dessus. Oui, alors, j'ai l'impression de redécouvrir en même temps, c'est magnifique. Tout ça pour dire que dans le mix énergétique qu'on voit plus tard, par rapport à en fait, un objectif de 2030, ce qu'on voit nous, c'est que en GNV, on va devoir multiplier par 10 la production de biogaz pour être pertinent avec tous les usages qui vont arriver. Donc GNV x 10, l'électricité x 14, et l'hydrogène, comme on part de plus bas, il va falloir faire un x 500. Donc c'est pour vous dire un peu la marge qu'on a d'ici 2030 et le caractère exponentiel de la croissance de l'hydrogène, rien que dans la mobilité. Sur l'industrie, ça va être encore plus gros que ça. J'ai pas dû cliquer au bon endroit. C'est bon. Alors, ça c'est la... Tu y es? Ouais. Je t'en prie. Ça, c'est le schéma directeur de l'Occitanie, mais surtout qui vous montre un petit peu l'intégralité de ce qui est en cours ou actuellement en service. On voit principalement qu'on va avoir deux typologies. On va avoir des productions et de distribution, ou que de la distribution. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas produire sur tous les sites de distribution, ça n'a pas de sens. Ce seraient des investissements bien trop importants avec des rendements trop faibles au niveau financier. C'est pour ça que vous voyez sur la carte de l'Occitanie un corridor qui va de l'Espagne, qui lui va aller jusqu'en Allemagne, voire au Danemark. Donc le corridor H2 tel qu'il est dessiné est fortement encouragé par notre présidente de région, avec des stations de production et distribution, donc une grosse production à Port-la-Nouvelle distribuée sur l'autoroute. Derrière ici, vous allez avoir le lien entre Narbonne et Toulouse, dans lequel on va avoir une grosse production et une très grosse production dans le Tarn, qui sera quasiment équivalente à celle-là. On parle de 20 MW et 30 MW à peu près. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui avec Vincent, on est sur une station, c'est la première à ouvrir en Occitanie, qui ouvrira fin de cette année. On est sur du 1 MW. 1 MW, 430 kg par jour. C'est vraiment 430 kg, c'est l'équivalent de 20 bus. 20 bus ou 200 véhicules perso. Donc c'est vraiment très faible à ce niveau-là. Donc vous voyez le maillage occitan, tel qu'il est défini à ce jour. Ce n'est que les projets officiels. Il y a des projets officieux. Il y a d'autres projets. D'autres projets, dont un de 100 MW sur Blagnac. Et donc là, on va parler d'aéronautique derrière. Et surtout, en fait, ça répond à une question, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. L'hydrogène, vous êtes bien mignon avec, mais concrètement, moi, je prends une voiture, je ne peux pas m'avitailler. Ça, c'est un schéma qui devrait être efficient en fin 2024. Donc fin 2024, c'est le réseau que vous allez trouver en Occitanie. Une station tous les 200 km minimum.
Mais c'est quoi un corridor? Le corridor, c'est pas un nom hydrogène, c'est vraiment en fait, donc on appelle ça le corridor routier. C'est en gros la grosse route qui part de l'Espagne et qui est très très empruntée par les camions, qui part de l'Espagne et qui va jusqu'en Allemagne. On appelle ça le corridor. Voilà. C'est juste que nous on a mis H2 dedans pour l'hydrogène. Mais voilà, c'est juste une grosse route de passage pour les camions. Juste une réponse très rapide. Le Gers, tout comme le Lot, n'ont pas d'industrie suffisante pour consommer l'hydrogène. Quand on parle de mobilité, il faut systématiquement imaginer qu'un jour ou l'autre, l'industrie va consommer pour avoir une massification de l'hydrogène. Aujourd'hui, dans le Gers, comme dans le Lot, même si on étudie et que Vincent va voir souvent les institutions là-bas, il n'y a pas de volonté, politique, et il n'y a pas de volonté industrielle. En même temps, c'est vrai que les industries du Gers, il n'y en a pas non plus beaucoup. Exactement. On va parler d'agriculture et pour le moment, c'est pas tout à fait le sujet. Et encore une fois, j'ai dû cliquer là où il ne fallait pas. À quoi ça ressemble? Une station hydrogène va avoir un centre de production d'électrolyse, 2, uniquement une station essence ouverte au public, 3, une zone de stockage, et 4, la distribution dont je parlais tout à l'heure. Ah oui, il y a une zone de compression aussi, parce que on parle d'hydrogène, il sort de l'électrolyseur à 30 bars. Derrière, on va le recomprimer à 350 bars pour ce type de véhicule, donc la mobilité lourde. Pour un véhicule personnel, on va passer à 700 bars. 700 bars. Ça nécessite, dans notre usine, d'avoir des pressions jusqu'à 900 bars, qui est la compression maximale qu'on n'ait jamais réussi à réaliser sur un gaz. D'où la difficulté qu'on a sur l'hydrogène, c'est vraiment la pression. Et c'est pour ça qu'on est aussi tardif. On vous parlait tout à l'heure de Victor Hugo, contemporain de l'hydrogène. La problématique, c'était le stockage à haute pression. On est en train de résoudre ces tensions. Voilà encore une autre de distribution d'hydrogène, mais ça n'a pas de sens sur les valeurs. C'est pour toi. Alors tout ça pour rappeler en fait que ça c'est toute la chaîne de valeur de l'hydrogène. Donc quand on parle d'hydrogène, ça implique tout ça. Ça implique la production d'électricité, que je parlais. Ça implique la production d'hydrogène en soi, ça implique le stockage, ça implique le transport s'il y a besoin de transport. Et ça implique derrière les usages. On va faire un petit peu de pub, on n'a pas fait beaucoup. L'intérêt d'Engie, c'est qu'on est présent sur l'intégralité de la chaîne. On est les seuls à être présents dans l'intégralité de la chaîne. Alors, quelques défis pour un peu nuancer tout ce qu'on a dit. Le défi premier, c'est le défi du coût. Pour le moment, on va pas se cacher, l'hydrogène est cher, que ce soit en usage ou que ce soit en carburant entre guillemets. C'est normal, c'est une filière qui est émergente, mais quasiment tous les spécialistes se rejoignent sur le fait que ça va n'aller qu'en descendant. Pour le moment, pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près équivalent sur une voiture en termes d'essence, du prix de l'essence, donc on est à peu près l'équivalent. Sur un bus, on est 3 à 4 fois plus cher. Donc il y a vraiment un vrai défi sur le coût de l'hydrogène. Il y en avait un deuxième, mais que tu aimes bien enlever, qui est le défi du rendement. Pour le moment, notre rendement, comme je vous disais, on est à peu près à 40% de rendement entre électricité, hydrogène, électricité. Ça, c'est avec les techniques actuelles. Sachant qu'on a des techniques qui arrivent où on va se rapprocher des 80-90%. Pour vous donner un ordre d'idée, donc on vous donne des chiffres un peu barbares, j'en suis désolé. Là, donc pour 1 MW de puissance d'électricité, on fait 400 kg d'hydrogène. Juste pour vous donner un ordre d'idée, avec les nouvelles usines qui arrivent dans 2-3 ans, pour 1 MW d'électricité, on fera 600 kg d'hydrogène, donc 50% de supérieur en rendement. Donc c'est vraiment important et c'est vraiment intéressant et c'est vraiment un défi qu'on a également. Il y a un autre défi qu'on n'a pas marqué sur ces slides, c'est qu'aujourd'hui en Occitanie, on est 2000 personnes à travailler sur l'hydrogène. On a, du moins la région a calculé que pour atteindre nos objectifs en 2030, il faudra qu'on soit 50 000. Donc on recrute. Voilà, on avait fait un petit tableau, mais ça c'était pour un salon que j'ai remis. Voilà, on recrute, voilà, sachez-le. On recrute, j'avais oublié. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Donc voilà pour la petite annonce. Merci.
Bon, on va pouvoir passer aux questions. J'ai une première question. C'est en termes de recherche et développement. Engie consacre combien en pourcentage et en montant? Et deuxième question, c'est il y a deux grands secteurs qui peuvent être impactés. C'est effectivement tout le transport et l'aéronautique. Donc on est à 20 ans, 30 ans sur des impacts qui peuvent remplacer des énergies aujourd'hui actuelles. Et l'autre question, c'est comment on se positionne par rapport aux Chinois. D'accord, donc ça fait 3 questions. 3 questions. La Je première, vais te laisser évacuer la question de l'aéronautique parce que tu bouillonnes. Je t'en prie. Alors, concernant l'aéronautique, première mise en commercialisation de l'avion Airbus, c'est 2031. Donc Comment on travaille avec les bureaux d'études? Et aujourd'hui, Airbus a plus de 500 personnes qui travaillent sur le sujet, À Toulouse. à Toulouse. C'est déjà en marche. Derrière la recherche et le développement chez Engie, on a un travail énorme et on a un cabinet de bureau d'études qui s'appelle le CRIGEN qui travaille sur la liquéfaction. Parce que pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, pour ces volumes-là, dans un avion qui va faire plus de 100 places, places, on va être obligé de passer en liquéfaction. On ne sait pas encore si ça va être de la combustion ou de la pile à combustible. Donc, ça, c'est encore la question qui est chez Airbus. Mais pour l'autonomie, on va être obligé de liquéfier l'hydrogène. En fait, ce que je vous ai pas dit malheureusement, parce que j'ai oublié certaines choses, je m'en excuse. Pourquoi on comprime en fait? Parce que c'est pas forcément induit, merci. On comprime parce que l'hydrogène, même si on compare en kilos à d'autres gaz, donc au poids, c'est une énergie qui est formidable, qui donne beaucoup de calories, qui donne beaucoup d'énergie. Le problème, c'est que l'hydrogène, c'est un gaz, donc c'est tout petit et c'est très peu dense. Donc pour densifier, on va compresser. Et quand on n'arrive plus à densifier, qu'on veut aller au-delà et qu'on n'arrive plus à compresser, on va liquéfier. Donc on va le rendre liquide. Le petit défi technique à ça, c'est que la liquéfaction de l'hydrogène, c'est 20 degrés au-dessus du zéro absolu. Voilà. Donc une consommation énergétique. Moins 273. Moins 273,15, c'est le zéro absolu. Je vais dire une question très concrète, puisque on est dans le secteur aéronautique et libre à Toulouse. On vous amène, si j'ose dire, un Airbus A320 avec ses deux turboréacteurs. Quelles sont les transformations à faire pour qu'il puisse voler à l'hydrogène? Ce ne sera pas une transformation d'un avion existant. On le sait. Dès aujourd'hui, Airbus nous a déjà répondu à ces questions. Ce sera un avion neuf. Il n'y aura pas de rétrofit. La réponse est tout. Contrairement à ce que fait Universal Hydrogen sur les ATR, où eux, ils rétrofitent l'avion, ils enlèvent complètement les moteurs, les moteurs, ils enlèvent les tanks, ils enlèvent toute la partie génération. Ils vont arriver avec un kit de rétrofit sur l'avion, 3 mois d'immobilisation de l'avion, et c'est reparti pour un nouveau cycle. Alors, à défaut de rétrofit, si c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait pour faire voler? On change donc du coup forcément le stockage. On change en gros toute la partie réacteur. Tout ça change. Et on change aussi tout le design de l'avion par rapport à l'équilibre, le poids, etc. Donc en fait, quasiment tout change. Mais dans la partie réacteur, est-ce qu'on fait brûler de l'hydrogène comme on faisait avant, brûler du kérosène? En tout cas, alors c'est pas encore décidé, mais les deux options sont étudiées. Soit brûler, soit une pile à combustible. Les deux sont étudiés. Je réponds quand même à la question sur les Chinois. Les Chinois, ils ont quand même un gros atout, c'est leur capacité de lithium. Donc ils vont vraiment favoriser l'électricité. Aujourd'hui, sur l'hydrogène en aéronautique par exemple, il n'y a personne d'autre que Airbus. Et les petits avionneurs qui sont sur des CS-23 ou Zero Avia, Universal Hydrogen, etc. Beyond Aero et autres. Et sur la voiture, la modalité chinoise, c'est l'électrique à 100%. Ils n'ont pas la culture de transport que nous, on peut avoir sur des longues distances. Eux, ils vont rester, leur voiture, elle est en ville, finalement. Ils ont beaucoup trop de distance. Oui, monsieur. Oui, je regarder pour être sûr. Là aussi, j'ai plusieurs questions parce que on tombe sur énormément d'articles sur l'hydrogène ces temps-ci. J'ai lu plusieurs articles différents que je trouvais intéressants. Le premier, j'ai vu
un article concernant le stockage. Oui. Il y a en ce moment, il doit y avoir la finale le 3 juillet, le prix de l'inventeur européen 2023. La France est en finale et avec cette idée de stockage Solide. dans une forme cylindrique, un peu sphérique, de l'hydrogène sous forme solide. Tout à fait. On le jette sur la table, il n'y a pas de souci. On parle d'une sorte de révolution. Oui, oui. Donc je voulais savoir déjà, vous en avez entendu parler, et si vraiment c'est prometteur, à votre sens. Après, je poserai une autre question. Ouais, peut-être, déjà. alors, est-ce que c'est prometteur? Oui. En fait, pourquoi on fait ça? Encore une fois, c'est assez difficile en fait, de transporter l'hydrogène sous forme comprimée. Ça implique certains risques qu'on essaye et ça implique en fait, des densités qui ne sont pas forcément toujours... Il y a en effet pas mal de recherches qui mènent soit à transporter sous forme masse solide. Là, on est vraiment dans les prémices. C'est vraiment que sur le papier. Et on regarde ça avec intérêt. Mais pour le moment, comme nous, on est sur des applications, on va dire, qui sont aujourd'hui. Là, si on parle de développement, c'est des applications qui vont être en 2035-2040. Donc c'est un peu plus... Et derrière, il y a d'autres façons. On regarde par exemple pour transporter l'hydrogène sous forme d'ammoniac ou d'autres formes liquides pour garder une densité intéressante de l'hydrogène sans la partie compression. Donc, cette partie solide va être quand même très importante dans les transferts d'hydrogène intercontinentaux. On va produire en Afrique, on va transporter ça sous format liquide, c'est moins dangereux, sous format solide, c'est moins dangereux. On va l'amener en France, en Europe, et on va le gazéifier. C'est pour les grosses quantités qu'il y a cette étude et les grosses distances. Parce qu'il y a un dégazage quand même de l'hydrogène liquide qui est assez important. Justement, ça rejoint une question sur la sécurité. Oui. Justement, dans les transferts, enfin, le passage du gaz au liquide, quand c'est le cas, etc. Enfin, quel problème de sécurité spécifique ça pose? Alors, notamment dans l'usage domestique, hein. Enfin, et notamment le transport. D'accord. Alors, c'est une très très bonne question parce que c'est une question qui revient souvent. En fait, il faut considérer que l'hydrogène, ça reste un carburant. Donc, le risque principal de l'hydrogène, c'est qu'il s'enflamme. L'intérêt, en fait, c'est de se dire que l'hydrogène est le gaz qui brûle le plus vite. Alors, il y a plusieurs choses. D'une, ça brûle extrêmement vite. Donc généralement, quand on a eu des problèmes, parce que ça c'est déjà arrivé, hein, on a un problème de stockage, le stockage fuit, comme on peut avoir une fuite d'essence ou ce genre de choses. Le stockage fuit, l'hydrogène s'en va, pas de bol, en plus il s'enflamme. Le temps que les pompiers arrivent sur site, l'incendie est fini. Donc c'est plutôt, entre guillemets, positif et sécurité, et sachant que l'hydrogène, donc généralement les stockages sont sur le haut, sur tout ce qui est transport en commun. L'hydrogène, quand ça part vers le haut. Donc pas de chose. Autre chose, quand l'hydrogène s'enflamme, donc ça c'est quelque chose que je n'ai pas dit encore, mais si vous étiez une flamme à hydrogène, alors d'une, je ne vous verrai pas, j'en suis désolé, parce que c'est incolore, et deux, je ne vous sentirai pas. En fait, ce sont des flammes qui sont très peu radiantes. La dangerosité, c'est justement que c'est incolore, donc on ne les voit pas, et que c'est à 2000 degrés. Donc on ne les voit pas, mais si on passe la main... Est-ce qu'un véhicule à hydrogène peut rentrer dans un parking souterrain? Oui, sans problème. En même temps, comme votre véhicule à essence peut rentrer dans une... Il peut brûler tout autant. Et effectivement, les pompiers de l'ENSOP, donc les formations des pompiers, nous disaient clairement, je préfère 1000 fois un feu d'un véhicule à hydrogène qu'un feu d'un véhicule électrique. Le feu électrique, ils ne savent pas l'arrêter. L'hydrogène, le temps qu'ils arrivent, il n'y a plus de feu. Il n'y a que le matériau du bus qu'ils savent contrôler. Donc pour eux, c'est la seule difficulté, c'est qu'il faut qu'ils s'équipent de caméras infrarouges. Voilà. Pour le détecter. Exactement. Pour voir si la flamme est toujours là ou non. Voilà. C'est la seule difficulté de sécurité qu'on a aujourd'hui. Avec, bien sûr, je parlais des 900 bars. Et ça, c'est sur les stations. Ça, c'est sur les stations en Allemagne. Ça se colore pas. Ça peut, mais du coup, en fait, les colorants sont généralement polluants. On va éviter. Et ils vont être très lourds. Donc, ils ne vont pas passer forcément à travers toutes les vannes qu'on va avoir. J'avais entendu parler, vous en avez parlé peut-être d'ailleurs, des couleurs de l'hydrogène. Oui. Et j'ai lu également qu'il y avait
on va dire des discussions pour pas dire des tensions. Oui. Espagne, Allemagne, France, autour de notre hydrogène qui serait d'origine nucléaire, Oui. et donc l'hydrogène rose de mémoire. Oui, jaune, rose, oui, tout à Rose, fait. enfin, j'ai vu jaune, alors qu'ils étaient pour l'hydrogène vert et qu'il y a beaucoup de pourparlers européens autour de ça. Oui. Ils parlaient d'une sorte de, je ne sais pas si c'est la même chose, d'un fameux corridor Oui. qui était entre ça. Alors, Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu Il y a déjà une première réponse. politique. Il y a déjà une première réponse que la Commission européenne a statuée, c'est que l'hydrogène provenant d'énergie électrique est temporairement considéré comme Nucléaire, décarboné. pardon. Nucléaire, pardon. Est considéré comme décarboné aujourd'hui. C'est une mesure temporaire, non limitée dans le temps, mais temporaire. Elle a vocation à attendre que les mix énergétiques évoluent. Mais pour l'instant, l'Europe a statué. Donc que ce soit un pays qui déclare une valeur X ou Y, de toute façon, le régulateur a imposé que l'énergie nucléaire produira de l'hydrogène renouvelable. après, je peux Parce vous... que l'Espagne avait menacé de couper le courant. Oui, c'est à peu près normal. L'Espagne, en fait, en niveau d'énergie renouvelable, vous pensez bien qu'ils sont quand même très en avance sur le reste de l'Europe. Ils ont un enseignement absolument faramineux. Donc ils produisent beaucoup d'électricité en énergie renouvelable. Donc ils ont pour eux un temps d'avance sur l'hydrogène vert ou l'hydrogène renouvelable. Forcément, quand on vient leur dire qu'au final le nucléaire ça fait le même taf, bah, ils perdent un petit peu cette avance-là. Après, moi, ce que j'en pense personnellement, c'est que mettre une centrale nucléaire que pour faire de l'hydrogène, ça n'a pas beaucoup de sens. Dans le sens où généralement on va préférer la centrale nucléaire pour aller directement dans le réseau et que l'hydrogène en fait répond déjà à un besoin qu'on a de stocker l'énergie du renouvelable. Donc pourquoi aller s'embêter, aller prendre de l'hydrogène nucléaire qu'on peut utiliser dans le réseau, sachant qu'en plus on est un peu, permettez-moi l'expression, en galère d'électricité sur certains moments. Donc voilà, donc en effet c'est considéré comme décarboné parce que ça n'a pas, comme vous voyez, les grammes de CO2 c'est vraiment l'un des plus bas. Derrière l'utilité, j'ai pas la conviction que ce soit très utile. Bon, Et la merci, suite on peut des les questions. applaudir. Alors, je vous propose de continuer les questions à table. Et si ces messieurs veulent bien, conférenciers, ils peuvent se répartir par table. Comme ça sera bien. Et même s'il y a d'autres tables aussi après le conférencier, ils vont suffisamment crier pour qu'il y en ait un de vous trois qui répond. D'accord. J'hésiterai pas à crier en répondant. Voilà. Bon, merci encore Lucas. Bon appétit Sabine, ciao. On a de la chance d'être passé. Alors, il y aura une question, c'est on est embarqué avec l'automobile sur 30 ans. Comment l'hydrogène va